Le séjour que j'ai passé en dehors de notre pays depuis plusieurs mois m'a conduit à la rencontre de plusieurs de nos compatriotes, parfois dans les endroits du monde où je ne m'attendais pas à les rencontrer. Je puis vous rassurer que cela a toujours été un réel plaisir. Je les ai beaucoup écoutés. J'ai beaucoup appris. L'ensemble m'a donné l'opportunité de voir les choses autrement que de l'intérieur des structures dirigeantes de l'État. Ce dialogue-ci, qui est le seul à avoir un caractère collectif, va certainement me permettre d'en savoir davantage sur nous les Congolais, mais surtout vous, les Congolais de la diaspora. Je m'ouvrirai à vous sur les sujets sur lesquels j'ai été convié à m'exprimer, à savoir le Congo, les Congolais et l'avenir. Ensuite, je répondrai aux interrogations qui sont les vôtres, si tant est que cela peut permettre quelques utilités. J'aborderai les thématiques dans l'ordonnancement retenu par les organisateurs, quand bien même la contiguïté des sujets pourrait donner lieu à un mouvement de balancier. Et je vous signalerai au passage que le sujet est vaste et peut faire l'objet d'une thèse et donner lieu à un ouvrage à plusieurs tomes. Ce qui fait que je l'aborderai dans la prise en compte de la contrainte temps qui accompagne ce genre d'activité. Venons-en au fait. Il est en réalité difficile de parler du Congo, tant tout le monde a le sentiment d'en savoir tout ou presque tout. Dans le regard que je porte sur notre pays, je partagerai aujourd'hui avec vous l'un des aspects qui saute à l'œil de tout analyste rigoureux, qui à force prend le jour des paradoxes. Le premier de nos paradoxes, qui surprend tout le monde, c'est que le Congo est un pays riche, mais les Congolais sont pauvres. Le Congo est donc un pays en crise avec la notion de richesse. Ou dit autrement, les Congolais ont un mauvais rapport avec la richesse. Il faut à ce niveau parler à la fois du Congo et des Congolais, parce qu'il s'agit des deux. Autant le Congo ne profite pas suffisamment de ses richesses depuis notre indépendance pour se transformer, comme on peut le voir dans certains États du Moyen-Orient, de l'Asie, du Sud-Est, qui se sont métamorphosés en moins de 30 ans. Autant les Congolais ne profitent pas des richesses de notre pays, préférant voir, dans certains cas sans être xénophobes, des étrangers arrivés à la veille très pauvres pour devenir riches et parfois même très riches le lendemain. Tandis que les Congolais sont chaque jour en train de se plaindre et continuer à s'enfoncer dans la pauvreté. Quand il faut rechercher la solution à un tel problème, qui est un problème de fond, qui justifie que la nation se mobilise pour savoir comment rétablir les choses dans l'ordre, faire que les citoyens d'un pays riche, je dirais soit eux-mêmes riches, peut-être pas riches, mais le minimum exigé. On nous propose d'autres débats, notamment celui de la Constitution. Et tout le monde entre dedans, oubliant que c'est un faux problème, une diversion. J'y reviendrai. Notre mauvais rapport à la richesse est, à mon humble avis, dû à une mauvaise maîtrise des phases du processus économique. À savoir, une mauvaise ou un manque de maîtrise de la production, une mauvaise volonté et une manque de maîtrise de la distribution, ajoutée à des mauvaises habitudes de consommation. Nos agrégats macroéconomiques reflètent la prépondérance de la production pétrolière dans notre économie, qui rapporte généralement plus de 90%
des ressources budgétaires de l'État et par ricochet celles de nos collectivités territoriales. Excusez-moi. Pour dire, nous ne profitons pas assez de la manne pétrolière pour diversifier notre économie. Les chiffres sont parlants. Si 90% d'un budget provient d'une seule source, il n'y a que 10% pour le reste de l'économie. On se comporte, je parle l'ensemble des Congolais, comme si les ressources naturelles sont inépuisables ou éternelles. Pendant ce même temps, des grands pays, comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, travaillent durement pour limiter leur indépendance énergétique, surtout vis-à-vis du pétrole. Les gaz de schiste sont une voie. Beaucoup d'experts pensent qu'il ne reste à la planète au rythme des consommations actuelles que 20 ans maximum d'exploitation pétrolière. La question, que deviendra le Congo sans pétrole en 2035? 20 ans, ce n'est pourtant pas beaucoup. Tout cela intéresse tout le monde, sauf les Congolais. Notre indice de classement sur le climat des affaires, donc de notre attractivité, dans le doing business et au plus bas. Des chiffres comme 37,4% des enfants sont des malnutris. Notre indice de développement humain nous indique que notre classement est en bas d'échelle. Tout ceci devrait nous interpeller, et j'en passe, mais malheureusement. Sur ces sujets, aucune voix ne s'élève. Je me trompe peut-être, mais j'estime que s'il y avait des choses dont il fallait parler en urgence, ce serait cela. Toujours pour parler de la production. Nous sommes un des rares pays au monde qui ne maîtrise aucune production. Notre pays est parmi les mieux irrigués au monde. Nous avons de l'eau partout. Et vous le savez comme moi. Mais nous ne savons pas produire de l'eau potable pour tous. Alors que dans les déserts du Moyen-Orient, l'eau est gratuite dans la plupart de tous les pays. Voilà un autre de nos paradoxes. Notre population a plus que doublé en moins de 40 ans. On ne voit nulle part dans le pays le pas de l'habitat social qui devrait accompagner une telle explosion démographique. Nous avons tout pour construire, mais nous ne construisons pas. Nous sommes moins de 2 habitants au kilomètre carré, pourtant nous restons tous concentrés aux mêmes endroits. Parlons de nos problèmes de distribution de la richesse. Le service public est le moyen par excellence de la distribution des richesses. C'est par la gratuité de l'école, des soins hospitaliers, des transports publics, la garantie de sécurité sociale, ce que vous appelez ici le filet social. C'est par ces moyens que chaque citoyen reçoit le minimum de ce qui lui est dû en tant que membre de la famille nationale. Quand tous les services publics ne fonctionnent pas bien, il n'y a pas de distribution de la richesse nationale. Quand j'en parlais en tant que membre du gouvernement, on me répondait en ce moment qu'il fallait dissoudre le KDMJ. Là encore, c'est un autre paradoxe. Aujourd'hui, ces problèmes demeurent. On nous parle de constitution. Est-ce là aussi un autre paradoxe? C'est certainement un para quelque chose. Passez-moi l'expression. Parce que quand rien n'est normal, tout est para quelque chose. Peut-être paranormal, puisqu'anormal serait insuffisant pour décrire la réalité. Que peut-on dire de la consommation dans un pays qui ne produit rien? J'avais déjà, à une occasion, en tant que ministre de l'Emploi, à une émission télévisée, expliqué à notre peuple
que notre mentalité de fonctionnaire, héritée des années du parti-État, où l'État était le plus gros employeur, nous a fait déserter même le secteur de la petite distribution. Ce qui fait que comme tout ce que nous consommons vient d'ailleurs, dès que nous recevons nos salaires, nous allons acheter auprès des détaillants qui sont tous désormais des étrangers, sans être xénophobes. C'est la réalité. Les Congolais travaillent pendant tout le mois, ensuite nous remettons notre argent aux autres. Donc par toutes les voies, l'argent sort du Congo. C'est ainsi que se répète, comme si personne n'y pouvait rien. En parlant du Congo en ces quelques lignes, j'ai aussi tacitement parlé du Congolais. Mais il faudrait peut-être ajouter aussi ce phénomène paradoxal lui aussi, qui fait que le Congolais ne regarde jamais dans la bonne direction. Il regarde souvent vers là où on lui demande de regarder. Il ne manque pas d'hommes sérieux dans la classe politique congolaise, tous les bords compris, pouvoir comme opposition. Il y a même des hommes et des femmes dignes de responsabilités publiques. Mais ils savent tous que les Congolais n'ont rien à faire de ce genre d'hommes. Dans une campagne électorale, par exemple, on trouve des foules autour de celui qui n'a pas de projet, qui ne dit rien, mais qui distribue à tour de bras. Tandis que celui qui a un projet clair, parfois bien documenté, est laissé à son triste sort. Mais après, tout le monde se demande pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça ne change pas. Le Congolais est bien sûr un homme qui veut du changement, c'est sûr et certain. Mais en même temps, il n'est prêt à rien faire pour obtenir le changement qu'il appelle de ses voeux. Comme si on avait déjà vu quelque part dans le monde un pays qui change sans rien faire ou grâce aux étrangers. Ce que le Congolais ignore, ce que nous ignorons tous, moi y compris, c'est que si nous ne changeons pas, il n'y aura pas de changement. Le changement passe par le changement de chacun de nous. Quant à l'avenir, autant celui du pays que celui des Congolais, je le regarde avec optimisme. Ce n'est pas une naïveté. C'est le constat d'un réveil qui est en train de prendre corps. Les consciences partout commencent à s'éveiller. Vous-même en êtes des exemples. Parce que beaucoup ont fait le déplacement. Mais certains, pour dire toujours le paradoxe, n'ont pas fait le déplacement. Notre diaspora est parmi les moins actives qui soient. Mais pourtant, on voit que depuis quelques mois, vous avez gagné en dynamisme, même en dehors de la question de la Constitution. Il y a une société civile qui commence à se mettre en place avec des personnalités persévérantes. Il y a une prise de conscience des femmes qui n'acceptent plus d'être reléguées au ménage. Des voix commencent à se libérer. On voit aujourd'hui des responsables politiques de plusieurs niveaux qui refusent d'aller faire les marionnettes sur les plateaux de télévision. Des gens qui refusent de défendre des choses dans lesquelles ils ne croient pas. Il y en a qui refusent de participer à des projets qui ont tout d'une conspiration contre la nation. Charité bien ordonnée commence par soi. Les femmes de la CADD s'étaient réunies à Brazzaville. Elles avaient dit haut et fort, en premier, leur opposition à la modification de la Constitution et leur soutien à la continuité du processus démocratique. Il y a donc des évolutions positives dans les mentalités. En parlant toujours de l'avenir, je ne voudrais pas vous tracer des grands projets. Vous êtes habitués à ce genre d'exercice, qui la plupart du temps n'accouche de rien. Traiter des grandes idées en ce moment, c'est verser dans la théorie, c'est entretenir des illusions, puisqu'on peut faire de l'abstrait et dans l'abstrait, tout ce que l'imagination permet de faire. Je regarde l'avenir encore une fois de plus avec optimisme, parce que je crois
dans les institutions fortes. Celles-ci ne sont fortes que quand les hommes cessent d'en tenir lieu. Les institutions ne sont fortes et ne donnent toutes leurs mesures que quand la force est d'être unité des rapports entre les hommes. La construction de notre pays passe nécessairement par la consolidation des institutions que nous avons choisies. Je n'ai cessé de répéter que le débat sur la Constitution est non seulement actuel, mais un mauvais débat. Il nous empêche de nous concentrer sur l'essentiel. Il nous empêche d'envisager l'avenir avec sérénité. Le débat sur la Constitution est un faux fuyant. Ce débat nous propose le maintien et l'entretien des paradoxes que je viens de décrire à l'instant. Il est d'ailleurs le même paradoxal. Puisque pour la première fois dans l'histoire du monde, un débat intellectuel sur une loi commence dans les villages, chez les chasseurs, chez les pêcheurs et chez les cultivateurs. Si dans nos villages, on peut désormais rédiger des projets de constitution qu'on brandit dans les médias, il faut se dire que dans un avenir pas très lointain, les sages des villages vont même commencer à piloter des avions. Mesdames et messieurs, je pense que nous devons être un temps soit peu sérieux et ne pas prendre à la légère une question aussi cruciale. Sinon, pour montrer la légèreté de ceux qui ouvrent la voie d'une telle aventure, j'avais déjà indiqué mon opposition de principe à une modification de la Constitution qui me semble sans aucun fondement. Je n'ai pas encore abordé le fond de ce sujet, et même pas la forme. Tel que le débat nous est proposé, il est difficile de dépasser ne serait-ce que la phase de l'analyse critique de l'opportunité d'un tel débat. La Constitution est un pacte social entre nous, entre Congolais, entre les membres de la classe politique, entre notre pays et notre peuple, et même avec les autres. Aller toucher un tel pacte nécessite, à mon humble avis, une cause suffisante, évidente, qui ne peut être raisonnablement contestée par personne. Cela nécessite donc un minimum de consensus entre les parties prenantes. La Constitution actuelle est un pacte entre tous les membres du principal parti au pouvoir auquel j'appartiens, à travers ses clauses de non-révision, notamment celle sur la limitation des mandats présidentiels. Il était convenu que si le parti entendait soumettre la candidature d'un camarade à la magistrature suprême en tout temps et en toutes circonstances, cela pourrait se faire, mais que dans le strict respect de la Constitution que nous avons nous-mêmes élaborée. Ce pacte est aussi une entente entre les alliés de notre parti, toute la majorité au pouvoir. Si le PCT n'est pas à même de produire un candidat à la hauteur, nous devons le chercher dans les rangs de la majorité. C'est cela aussi notre pacte avec les alliés. Ce n'est pas obligatoire que le candidat de la majorité vienne du PCT. Et si toute la majorité ne peut produire un candidat sérieux à la hauteur des attentes du peuple, il faudra en ce moment accepter celui de l'opposition qui aura gagné l'élection. C'est cela aussi notre pacte républicain. C'est ça notre engagement devant les Congolais. Il y a quelque chose de simple qui ne nous coûte rien, sinon que de ne rien faire. Nous préférons faire ce qui est compliqué, en prenant des contours et en fournissant tant d'efforts pour expliquer l'inexplicable, faire comprendre l'incompréhensible. On nous a sorti même la théorie de l'indispensabilité, qui n'existe malheureusement dans aucun manuel de droit constitutionnel. On nous a parlé tout récemment du constitutionnalisme africain, comme d'une révélation d'Albert Einstein d'outre-tombe. Au lieu d'ouvrir le débat au sein du principal parti de la majorité, de l'étendre aux alliés politiques,
puis à toute la classe politique, à la diaspora, comme le font certains États, de consulter le peuple enfin. On nous sort le comité des sages du chapeau, comme des petits digitateurs. On ne sait qu'est-ce qu'on nous sortira dans le matin. Toutes ces contorsions, parce qu'on souffre à surmonter nos paradoxes. Quand on nous dit qu'une chose n'est pas modifiable, c'est justement ce qu'on veut modifier. Quand on nous rappelle qu'une révision n'est pas possible ni envisageable, selon la lettre et l'esprit du texte, on nous dit qu'il ne s'agit pas de révision, mais de changement. Je ne voudrais pas en dire davantage sur le sujet parce que je ne lui trouve aucun intérêt de quelque nature que ce soit. Mais je réitère ma position de principe, qui consiste à dire qu'il faut être cohérent avec soi-même. Le peuple nous regarde. Je suis pour la simplicité qui consiste à dire qu'il faut laisser les choses comme elles sont. Notre parti, le Parti congolais du travail, doit se respecter lui-même. Et nous sommes parmi ceux qui veulent que ce parti se fasse respecter. Nous sommes à une époque où le parti doit savoir trouver la ligne de démarcation entre lui en tant que groupe, les hommes et les femmes qui le composent. Notre parti ne doit assumer face à l'histoire que sa propre responsabilité, pas celle des personnes. Notre parti doit respecter ses alliés, les autres membres de la classe politique. Notre parti doit mettre le peuple au-dessus de tout, absolument tout. C'est engageant. Je vais rentrer au Congo incessamment, parce que c'est une des questions. Je vais rentrer au Congo incessamment. Je ne suis pas un exilé. Parce que la défense de la démocratie est une réalité de terrain. J'irai défendre mes idées au sein du parti avec mes camarades. Mais cela dit, je pars avec des dispositions de totale ouverture d'esprit pour écouter et comprendre, mais aussi pour argumenter et proposer. Mais proposer surtout des choses simples. Je pars avec l'humilité d'être à l'écoute. Je rentrerai dans un esprit de liberté. Liberté de penser, liberté de m'exprimer, mais aussi liberté d'agir. La liberté pour moi ne va pas sans la tolérance. Elle ne va pas sans l'humilité, notamment celle des hommes devant leurs semblables, mais aussi surtout l'humilité des hommes et des femmes devant le peuple. Cela étant dit, mes chers amis, je conviens que la critique est toujours plus facile que l'action. Au lieu seulement de critiquer, l'heure de responsabilité est arrivée et elle nous interpelle. Les dirigeants actuels ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais aussi avec leurs limites et toutes les faiblesses que nous connaissons. Mais n'oublions pas que chaque génération a le devoir, je ne dis pas le devoir, a le devoir d'inscrire son rôle et sa place dans l'édification de la société. Le temps d'une nouvelle génération me semble arriver. Il nous faut l'accepter, le comprendre, mais surtout l'intérioriser. Il n'appartient qu'à nous de faire ce qu'il faut pour que notre pays, dans l'humilité, et que nous soyons surtout au service des autres. Enfin, pour terminer, et me mettre à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions, j'exprime tous mes encouragements à tous les Congolais partout dans le monde qui sont contre le zigzag constitutionnel. Toutes leurs initiatives sont les bienvenues et méritent l'attention et le soutien de chacun de nous. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous remercie.
Merci.